Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 février de l'année 2022. Quel plaisir de vous retrouver sur ce grand rendez-vous politique dominical. Baptisé Dimanche, c'est politique. Bienvenue à tous et à chacun. Bon réveil devant votre poste téléviseur. Nous sommes ensemble, comme vous le savez, pour 5 heures d'horloge. Au menu de ce grand rendez-vous dominical, nous allons revenir sur la restitution des 26 trésors royaux en République du Bénin. Qu'il vous souvienne que le 10 novembre de l'année 2021, le président Patrice Talon allait chercher donc ces 26 trésors qui ont foulé le sol béninois en cette date précise. La cérémonie d'accueil avait été organisée en direct même sur nos chaînes de télévision. Aujourd'hui, 3 mois après, où en sommes-nous exactement? La question sera posée à notre invité de l'entretien de ce dimanche. Il s'agit de Alain Godonou, qui est le directeur programme musée à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du tourisme. Il va répondre aux questions de Angèle Toboula. Bonjour Angèle. Gilles Christ Chidi, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Un plaisir pour nous tous et d'autant plus pour moi de vous retrouver ce dimanche 6 février 2022. Justement, sur l'entretien, on va parler culture aujourd'hui. Absolument, puisque comme vous l'avez si bien dit dans votre entretien, dans votre introduction, cela fait déjà 3 mois que les biens sont là. Nous nous attendions à pouvoir visiter ces œuvres-là en janvier, mais qu'il vous souvienne que la programmation a été renvoyée, cette exposition a été renvoyée à la date de la mi-février et nous y sommes pratiquement à la mi-février. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce temps d'acclimatation de ces différentes œuvres? Est-ce que l'exécutif est prêt pour lancer cette exposition? Ce sera donc entre autres questions que nous allons poser à notre invité du jour, monsieur Alain Godonou. Alain Godonou, donc, qui sera sur l'entretien, c'est à suivre à partir de 10h sur nos antennes, un peu moins d'1 heure donc. Et juste après, vous aurez la revue de presse hebdomadaire. Juste après aussi, à 11h30 en direct, nous aurons le duel de ce dimanche qui va donc nous renvoyer sur la scène continentale, la recrudescence des coups d'État. Vous savez, après le Burkina Faso, la Guinée-Bissau a échappé belle à cette euphorie des coups d'État sur le continent africain. Est-ce là une mauvaise nouvelle, une pandémie dangereuse qui se répand sur le continent africain? Nous allons poser la question à nos différents invités du duel de ce dimanche. Nous irons ensuite au Mali pour voir un peu ce bras de fer qui règne entre la République du Mali et la République de France. Vous le savez, l'ambassadeur près le Mali, de la part de la France, donc l'ambassadeur français près le Mali, a été renvoyé d'abord vers la France. Il est retourné chez lui. Comment est-ce qu'on peut analyser cette situation? Jusqu'où ira le Mali dans ce bras de fer contre la République de France? On va en parler dans le duel de ce dimanche. Nous avons donné rendez-vous à Dr Paul Mariwessou, qui est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il va partager le plateau avec Morgan Asoba Mentondi, qui lui est analyste géopolitique. Restez avec nous, c'est à suivre à partir de 11h30 minutes. Et 1 heure plus tard, c'est-à-dire 12h30, vous aurez donc l'hebdo des éditorialistes avec aux commandes Théodule Moussa. Bonjour Théodule. Oui, bonjour Gilles Christ, bonjour Angèle, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent, qui prennent toujours le rendez-vous du dimanche, c'est politique. C'est la pleine forme aujourd'hui? Oui, la pleine forme, de toutes les façons, on est habitués, c'est notre train, et puis c'est notre job, il n'y a pas de problème. Et comme d'habitude, les confrères vont donc prendre la parole pour débriefer l'actualité de la semaine. Et effectivement, le rendez-vous, comme vous l'avez dit, est pris pour 12h30. Une fois encore, nous allons ensemble avec eux commenter, analyser. Ils vont commenter, analyser, selon leur compréhension, l'actualité, parce qu'il y en a suffisamment. Il y a des nouvelles, nous irons certainement au Mali, comme vous l'avez dit, en Guinée-Bissau. Nous allons revenir au Bénin pour parler de quelques sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. Justement, l'hebdo des éditorialistes à suivre en direct à partir de 12h30. Et 1 heure plus tard, à 13h30, nous aurons le bulletin de l'information, les dernières nouvelles qui nous seront présentées par le service de l'information de votre chaîne de télévision. Et nous allons nous retrouver tous ensemble sur ce plateau pour débriefer cette matinée politique que nous allons clore à 14h pile. Et vous le savez, l'ultime rendez-vous politique du dimanche, c'est le décryptage de l'actualité de la semaine avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Nous allons lui donner la parole pour qu'il passe à son scanner les grands sujets ayant fait l'actualité cette semaine. Et tout au long de ce programme, comme vous le savez, vous pouvez interagir avec nous. Le numéro WhatsApp est déjà affiché à votre écran
écrivez-nous, donnez votre avis sur l'un ou l'autre des sujets que nous allons développer dans l'une ou l'autre des rubriques de cette émission. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents canaux digitaux, sur notre site internet www.etelebene.com. Nous sommes sur Facebook E-Télé en direct, sur Twitter E-Télé Live ou encore sur notre chaîne YouTube E-Télé Bénin. Bienvenue à tous et à chacun. Installez-vous confortablement. On démarre par l'action 7. C'est l'action 7 avec Théodule Moussa. Théodule, on est ensemble et on va partir bien sûr en Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, oui, puisque c'est l'actualité qui a accueilli le monde entier, sinon l'Afrique, le mardi 1er février, le premier jour de ce mois de février, où on a eu l'information d'une tentative de coup d'État qui n'a pas marché, qui n'a véritablement pas marché. Nous allons vous servir ce résumé, comment est-ce que les choses se sont passées, et puis la réaction de quelques experts, et également sur le plateau, de ça se discute, et puis l'évolution de la situation, la CEDEAO, la rencontre qu'ils ont eue, les deux missions qui sont parties d'abord à Ouagadougou, puisque après la Guinée-Bissau, on s'est intéressé, bien sûr, au Burkina Faso. Vous savez, deux missions de la CEDEAO sont allées là-bas, rencontrer le président dessus, nous allons en parler, et puis évoquer également la toute dernière réunion qu'il y a eu à Accra, la capitale ghanéenne, par rapport bien sûr au Burkina Faso, à la Guinée, au Mali, en tout cas par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région. Nous y reviendrons. Mardi 1er février 2022, un début d'après-midi qui semble calme, la capitale bissau-guinéenne a été troublée par des coups de feu qui provenaient des alentours de la présidence de la République où se tenait d'ailleurs un conseil extraordinaire des ministres conduit par le président Sissoko Embalo. C'était un coup de force qui se préparait. Panique générale dans le pays donc. J'étais au bureau quand brusquement on dit de fermer. Tout le monde s'accourait partout en ville. Les gens ont peur. Toutes les boutiques sont fermées. Et au travail, mes collègues me disaient qu'ils ne veulent pas revivre la même chose. Ça avait commencé aussi petit à petit jusqu'à venir la guerre. C'est des mauvais souvenirs. Après 5 heures de tir, la situation a été maîtrisée non sans peine. On enregistre des dizaines de morts et des blessés graves. Dans la soirée de ce même mardi, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo fait son apparition. La situation est sous contrôle, a-t-il rassuré ses compatriotes et la communauté internationale. Ils n'ont pas réussi à rentrer. Et à ce moment, tout est sous contrôle des forces loyales. Observateurs de la vie politique, ouest-africains et analystes ont donné les plausibles raisons de ce coup de force manqué. C'est le cas, par exemple, de notre collègue Luc Magloire-Kemayou sur France 24, par exemple. Oui, c'est clair que la tentation, vue du reste de l'Afrique francophone, pourrait être de dire il y a déjà eu 3 coups d'État dans la région. C'est à peu près un coup d'État du même acabit que ceux qui ont eu lieu en Guinée-Conakry, au Mali et au Burkina Faso. Il faut bien remarquer que la Guinée-Bissau a une longue tradition, non seulement de violence, mais également de coups d'État. Il y a eu au moins 9 tentatives jusqu'à présent, depuis 1974. Et même si, ironie de l'histoire, le président Embalo a un père d'origine malienne et une mère d'origine burkinabé, enfin, s'il a des parents originaires de ces deux pays-là, la situation dans son pays s'explique davantage par la crise politique qui a accompagné son élection à la présidence de la République et qui aujourd'hui a connu une parenthèse avec le coronavirus pour reprendre de plus belle à la faveur probablement des coups d'État qu'il y a eu dans les pays voisins. La Guinée-Bissau est devenue aujourd'hui presque un narco-État parce que c'est la piste par laquelle rentrent la plupart des drogues en provenance d'Amérique latine. Même si au niveau du Sahel également, la bande entre le Mali et l'Algérie sert également à ce trafic-là, la Guinée-Bissau est le pays aujourd'hui le plus impacté par ce trafic-là, celui dans lequel les militaires notamment sont très impliqués dans le trafic et cela donne lieu souvent à des règlements de compte très violents. On l'a vu notamment lors du coup d'État de 2012 qui avait été très sanglant et qui ressemblait à une boucherie concernant la manière dont le président avait été assassiné. Donc, c'est une piste parmi tant d'autres. Je pense que c'est l'une des pistes qui est privilégiée, mais qu'il ne faut pas négliger toutes les autres non plus, et notamment celles liées à l'irrédention d'un certain nombre d'officiers et des crises également ethniques et tribales qu'il peut y avoir au sein de la population
bissau-guinéenne actuellement. Il pourrait, je pense que faut pas donner, je pense qu'il ne faut pas avoir une lecture simpliste. Actuellement, le président donne sa lecture des faits, il la donne à chaud. Aucune commission d'enquête n'a encore été mise sur pied pour déterminer les responsabilités et surtout les auteurs de ce coup de force, de cette tentative de coup de force. Mais je crois qu'il sera important dans les prochains jours d'analyser de façon beaucoup plus fine. Et quand il dit que les chantiers sont importants, ceux de la modernisation du pays, ceux d'expurger le pays, par exemple, de la menace terroriste, de la menace du trafic de drogue, mais également celui de la lutte contre le terrorisme, il n'a pas tort. Donc, je crois qu'il y a aujourd'hui un vrai chantier, mais ce que je salue aussi par-dessus tout, c'est que malgré les relations très tendues entre la CEDEAO et le président Embalo, la CEDEAO a immédiatement condamné le coup d'État, et je pense que l'histoire lui a donné raison et que cela réhabilite en quelque sorte l'organisation dans ses attributions, puisqu'elle a attribué exactement, elle a appliqué exactement le même protocole en Guinée-Bissau qu'elle a appliqué au Mali ou en Guinée et au Burkina Faso. À ce dimanche 6 février, la situation est au calme, mais le gouvernement bissau-guinéen a lancé au lendemain de ce putsch manqué une opération de ratissage pour retrouver les auteurs de près ou de loin. L'Union africaine, la CEDEAO ont une fois encore condamné l'acte. Réunis ce jeudi à Accra dans la capitale ghanéenne, les chefs d'État et de gouvernement sont revenus sur la situation dans la sous-région avec un accent particulier sur le Burkina Faso où il a été demandé au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration dirigé par le lieutenant-colonel Sandaogo Damibar un retour rapide à l'ordre constitutionnel. À l'issue de la rencontre, aucune autre sanction n'a été prévue. A signaler que le sommet d'Accra de ce jeudi fait suite aux 2 missions qui se sont rendues à Ouagadougou, celle militaire composée des chefs d'état-major et l'autre ministérielle qui a d'ailleurs pu rencontrer le président renversé, Roch Marc Christian Kaboré, très en forme selon nos confrères de RFI et de France 24. Il est de bonne humeur, il a l'air bien, il a accès à ses médecins, c'est ce qu'il nous a dit lui-même, et il est autorisé à recevoir la visite de sa famille. Voilà, Gilles Chris, téléspectateur, la situation dans l'Afrique de l'Ouest, c'est à signaler que d'abord nous remercions nos collègues de France 24 et de RFI. Nous avons donc exploité leurs images voilà, pour illustrer ce commentaire. Et puis il faut signaler que le sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier. Le président Patrice Talon y était. Et donc au menu des discussions, certainement les coups de force en Afrique, comme vous l'avez dit tantôt, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, vous le savez, il y a 4 pays qui sont suspendus par l'Union africaine. Et puis également, ils vont essayer d'évaluer, de voir un peu la position de l'Israël qui, désormais, veut faire partie de l'Union africaine en tant que pays observateur. À ne pas oublier que le Covid-19 également sera au cœur des discussions. Absolument. Et tel le Covid-19, tel un virus, on constate que ces coups de force s'étendent de plus en plus dans les pays africains. Lorsque ça a eu lieu au Burkina Faso, on se disait petit. Mais là, à entendre qu'en Guinée-Bissau, on a failli aussi descendre le chef de l'État, Angèle Teboula, est-ce que là, ce n'est pas une actualité un peu inquiétante quand même? Ben, l'actualité, elle est inquiétante depuis le Burkina Faso, depuis le Mali, j'allais dire, depuis le Mali. Nous avons vu ensuite, le Mali, la Guinée, Conakry évidemment, absolument. Et maintenant le Burkina Faso et ensuite la Guinée-Bissau, ça inquiète évidemment. Et on se réjouit que la CEDEAO a cela encore, parce que cela fait partie des critiques qu'on faisait à l'institution. Et je crois que lors du sommet extraordinaire tenu jeudi dernier, ils ont demandé aux membres de la commission d'accélérer le processus de révision du protocole d'accord pour pouvoir mieux se pencher sur ces différentes problématiques. Je pense que cette révision des protocoles est attendue pour qu'on puisse voir clair dans ce que l'organisation pense proposer pour mettre fin à ces différents coups de force. Justement. Allez, on revient au Bénin avec l'actualité de nos institutions, du président de la République, notamment du Conseil des ministres. Très bien, merci Gilles Chris. Oui, le président de la République, mercredi dernier,
a eu sa rencontre périodique avec les présidents d'institutions de la République, une rencontre périodique qui leur permet d'échanger, de voir un peu l'évolution de la situation au plan national. Nous allons également parler du Conseil des ministres qui a eu lieu ce même mercredi, oui, au Conseil des ministres, au cours duquel il y a eu d'importantes décisions, surtout relatives à l'inflation des prix des produits de première nécessité, les denrées alimentaires. Le gouvernement a pris une bonne décision, voilà. Et puis les chroniqueurs sur ça se discutent, en ont parlé, chacun est allé de son commentaire. Nous allons suivre. Séance d'échange périodique entre le président de la République et les présidents d'institutions a eu lieu ce mercredi. La sécurité territoriale, la pandémie du coronavirus sont entre autres sujets abordés au cours de cette rencontre. Ils en sont sortis rassurés de ce que le pays est bien dirigé, donc bien gouverné, selon les propos de leur porte-parole, le président de la Cour constitutionnelle. Vous savez que périodiquement, les présidents des institutions de la République se concertent avec le président de la République, chef de l'exécutif, autour des questions nationales et certaines questions de préoccupation internationale. Et bien évidemment, le contexte nous expose et nous prédispose à recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son président voudraient bien partager avec nous sur la situation sécuritaire au plan national, au plan régional, sur la situation sanitaire et bien évidemment aussi sur le fonctionnement des institutions. Nous avons exposé au président de la République les préoccupations qui sont celles de l'ensemble des institutions de la République et qui sont aussi particulières à certaines institutions de la République. D'un point de vue général, la séance de travail s'est bien déroulée, plusieurs heures, et nous avons harmonisé le point de vue et les institutions sont suffisamment informées pour traduire dans la mission qui leur est confiée par la Constitution la prise en compte des intérêts de l'État dans la situation qui est la nôtre. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le pays est sécurisé, le pays fonctionne et le pays est dirigé. Que chacun sache garder l'esprit nécessaire de lucidité, de tolérance et de responsabilité. On sait qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais les institutions de la République veillent à la sécurité de chacun et à l'épanouissement de tous. Sur le plateau du Grand Soir, les chroniqueurs ont fait chacun ce qui les concerne et selon leur compréhension bien sûr, une lecture de la rencontre. Ce que nous venons de voir nous rassure. C'est d'abord un appel à la sérénité. Et je crois que le porte-parole a si bien dit dans l'une de ses conclusions, il fait appel à la responsabilité des uns et aux autres. Écoutez, à l'interne, il était important au lendemain des événements malheureux que nous avons pu constater, où nos forces et notre système de sécurité a été éprouvé. Aussi dans l'environnement sous-régional, on a pu constater quelques coups d'État ici et là. Au niveau international, il y a justement Covid-19 qui existe toujours et qui désorganise. Que le chef de l'État en vienne à échanger justement avec les institutions de la République sur ces deux préoccupations majeures, à savoir les questions sanitaires et les questions de sécurité. Cela nous rassure. Cela déjà en termes d'image renvoie à une équipe qui agit dans le sens du bien-être des populations, dans le sens d'une gouvernance concertée, si je peux m'exprimer ainsi. Comme pour dire aussi que les institutions sont là, elles vivent et elles jouent leur rôle. J'ai cru comprendre que le porte-parole a bien cerné la problématique en disant que dans un contexte pareil, il était important que chaque institution, au regard de la Constitution, joue convenablement son rôle. Ces gens d'image nous font plaisir de voir que la République, elle se parle. Je veux dire merci au chef de l'État qui, dans sa dynamique, sait trouver le timing nécessaire pour parler avec les différents acteurs quant aux préoccupations majeures du pays et inviter les populations à y croire que quelque chose de bon et de sérieux se fait. Gérer, gouverner, c'est vrai, c'est vous qui êtes là, mais vous n'avez pas à utiliser seulement votre intelligence seule parce que chaque institution
a son réseau d'information, de renseignement, et chaque individu a sa façon de voir les choses. Donc, il faut écouter les uns et les autres, histoire de faire la synthèse, la somme, pour pouvoir savoir est-ce que nous sommes sur la même ligne et sur la bonne ligne. Parce que s'il n'y a pas entente entre les institutions, c'est que déjà quelque chose ne va pas. Mais s'il y a entente entre les institutions, c'est sûr que la complémentarité des idées fera de sorte à ce que des erreurs seront corrigées ou des choses seront mieux pensées, histoire de pouvoir donner le meilleur. Il faut d'abord commencer par saluer cette bonne collaboration institutionnelle qui perdure depuis quelques années. Les collègues l'ont souligné tout à l'heure. C'est vrai, le Bénin aujourd'hui traverse deux défis majeurs, est confronté à deux défis majeurs. Et vous savez, quand vous lisez un peu le chef de l'État, ces 3 ou 4 derniers mois, ça a toujours été les deux éléments sur lesquels il a mis l'accent, que ce soit à son adresse à la nation au Parlement, oui, que dans son discours de vœux. Dernièrement, lors de la rencontre de présentation de vœux avec les institutions, ça a été évoqué, et maintenant, le chef de l'État rencontre les présidents d'institutions pour échanger avec eux sur la situation sécuritaire, aussi bien au plan interne qu'international, et le Covid-19. Donc, c'est partagé avec les présidents d'institutions, l'état des lieux de cette situation, qu'est-ce que le gouvernement fait pour en venir à bout et rassurer ces hautes personnalités de la République des mesures qui sont prises pour, pour que nous ne nous affolons pas. Et donc, c'est une sorte d'assurance, et en même temps, ces séances permettent de recueillir aussi les avis des uns et des autres, ou bien les préoccupations inhérentes à chaque institution. Ça permet d'avoir un panier complet, en fait, en termes de préoccupations, pour savoir les mesures à prendre. Comme l'ont dit les collègues, il est à souhaiter que ces mesures se diversifient un peu partout. Il y a par exemple les politiques qu'il ne faut pas oublier, une concertation avec les acteurs politiques. Ça va porter les fruits avec les acteurs religieux, avec les municipalités. Ça portera cette parce que sur les deux questions, on est obligé de sensibiliser les populations sur notamment les attitudes qu'il faut en ces matières-là pour nous préserver du pire, et aussi les rassurer des mesures que le gouvernement prend pour protéger les uns et les autres, autant contre la pandémie du Covid qu'aux mesures sécuritaires. Parce que moi, je l'ai toujours dit ici, la plus grande peur des Béninois aujourd'hui à pas manger, c'est la santé et la sécurité. Et quand, sur le volet sécuritaire, avec ce qui se passe dans la sous-région, et quand on prend les incursions du djihadiste sur les populations notamment qui sont dans ces régions du Nord, c'est un peu la peur. Et donc, on a besoin quotidiennement de les rassurer. Et ça ne peut pas être seulement que le rôle des présidents d'institutions, des émissions. C'est vrai que ces messages, quand vous voyez ça et que ces questions sont évoquées, ça nous rassure en tant que citoyens, mais il faudrait encore à la base, que cela soit vraiment diversifié pour que nous soyons tous rassurés de la même manière et avoir les attitudes qui sied. Avec les membres du gouvernement en Conseil des ministres, ce mercredi, d'importantes mesures ont été prises suite à la hausse des prix des produits de première nécessité ces derniers jours. Le Conseil a marqué son accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Le soja, le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l'igname en tubercule ou cossette et les noix de cajou sont ciblées. Ces mesures consistent en l'application de taux de majoration du prix moyen de vente actuel dans l'ordre de 20% pour les produits dont les besoins de consommation interne sont très élevés, 10% pour les produits dont l'offre dégage un excédent par rapport à la demande nationale. Par ailleurs, en vue d'encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité et le soja, il est institué une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre. Il sera ainsi prélevé 10 francs CFA par kilogramme sur le karité, 20 francs CFA par kilogramme sur les noix de cajou, 30 francs CFA par kilogramme sur le soja et 50 francs CFA par kilogramme
sur le maïs et le gari. Ces mesures sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionnent une flambée injustifiée des prix et à assurer notamment la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale. Les montants ainsi prélevés au cordon douanier auprès de l'exportateur seront destinés au soutien des producteurs agricoles. Et voici ce qu'en pensent les chroniqueurs. Sur ça se discute ce vendredi. Je crois que ça, c'est ce que fait le gouvernement, c'est la communication que fait le gouvernement. Il n'en demeure pas moins que quand vous regardez sur le marché, le Benoît lambda, dans son assiette, dans son panier, le ressent durement, justement, quand il va au marché. Il est à souhaiter que d'autres mesures viennent accompagner, justement, cette volonté du gouvernement. Parlant d'autres mesures qui vous souviennent, entre-temps, je ne sais pas pourquoi est-ce que jusque-là, la formule n'est pas encore trouvée. Il y avait des boutiques témoins. Le gouvernement avait cette possibilité, justement, de prendre auprès des producteurs un certain nombre de produits qui étaient stockés. Et quand vient, justement, des périodes comme ça, ça permettrait, justement, d'agir sur le coût et donc de le céder à un tarif plus ou moins préférentiel. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Il faut se poser encore la question. Mais ceci dit, c'est déjà bon que le gouvernement prenne des mesures. Il y a ce qu'on appelle, les instruments de politique commerciale que les États emploient, d'accord, pour aussi bien l'importation qu'à l'exportation, pour juguler, pour équilibrer un peu le prix sur le marché. Et ici précisément, je pense que le gouvernement a fait une très belle option parce qu'ils ont pris deux mesures notamment. La première, c'est les redevances à l'exportation, que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup se demandent, est-ce que ce ne sont pas des tasses supplémentaires encore, puisqu'on parle de tasses supplémentaires de 10%, de 10 francs, de 20 francs sur un certain nombre de produits. En vérité, il faut le préciser, que la redevance à l'exportation bénéficie en fait aux consommateurs et aux contribuables aux dépens du producteur ou du commerçant. Parce que de manière terre à terre, on vous dit, si vous avez l'habitude d'exporter de cajou à 10 francs comme tasse, aujourd'hui la tasse, ça devient 20 francs ou 40 francs. Ça veut dire qu'on en ajoute un peu. Ça bénéficie à l'État parce qu'il y a un supplément en termes de recettes, mais ça décourage en même temps l'exploitation. Parce que lorsque, le demandeur, lorsqu'il compare les prix, en fait, nous sommes dans un monde de globalisation, de concurrence. Lorsqu'il compare le blé béninois, et à cause de cette tasse-là, ce n'est plus en concurrence avec celui du Togo ou bien avec celui du Niger, il va se tourner vers d'autres pays. Donc, ça limite un tant soit peu l'exportation et le risque que ça représentait pour les consommateurs. À partir de ce moment-là, le consommateur bénéficie parce qu'il peut avoir des prix quelque peu mesurés sur le plan national. Donc, c'est une mesure de protection du consommateur, mais en même temps du contribuable parce que ça génère une plus-value en termes de recettes, mais c'est complètement pour mesurer, pour pouvoir stabiliser quelque peu les prix. On a parlé aussi de l'interdiction, ça c'est une interdiction carrément, de l'interdiction d'importation des intrants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus importer des intrants du Bénin. Ça veut dire que c'est une manière d'encourager, d'accord, la production locale. Si on ne peut plus importer, et donc on aura une grande masse de quantité, ça veut dire que les intrants reviendraient moins chers parce que ne pouvant plus être exploités. C'est-à-dire la demande, on aura une forte offre à l'intérieur, donc la demande pourra être satisfaite à moindre coût. Voilà, pour ce qui est de cette rencontre et de la décision du Conseil des ministres de contrôler un peu les mouvements des produits vivriers sur le marché béninois. Ça fait partie quand même des observations des citoyens, de quelques récriminations, Angèle Touboula. Oui, et je pense que le gouvernement a cela à cœur. C'est pas la première fois qu'il y a des mesures concernant les produits. Et cette fois-ci, cela a été bien précisé par rapport aux produits agricoles, des mesures conjoncturelles pour pouvoir soutenir cette production et également mettre un terme à la hausse des denrées pour une meilleure sécurité alimentaire. Justement, et on reste dans le domaine des producteurs locaux, les artisans, les acteurs du secteur privé qui ont donc bénéficié d'une séance de présentation du programme d'action 2 du gouvernement. Effectivement, Gilles Chris, le gouvernement leur a donc présenté
présenter les atouts de ce programme d'action du gouvernement 2. Il s'agit bien d'une présentation, d'une séance de présentation qui a visé d'abord les acteurs du secteur privé, puis les artisans. C'était le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Biotchane, et le ministre d'État en charge de l'économie et des finances qui ont présidé la séance. Nous allons suivre le résumé et retourner donc à l'Assemblée nationale pour parler du vote de cette loi qui concerne l'hygiène publique. C'est en 6 bonnes minutes. Parlons toujours des membres du gouvernement. Le palais des congrès de Cotonou a accueilli en début de semaine, précisément ce mardi, la séance de présentation du programme d'action du gouvernement 2 aux acteurs du secteur privé et de l'artisanat. Des différentes explications sur ce programme ambitieux du gouvernement et la contribution attendue d'eux leur ont été exposées. La structuration du PAG fait une grande place au secteur privé. Ainsi, 52% de contributions aux investissements attendus, soit environ 6 200 milliards, sur des investissements attendus d'environ 12 000 milliards, sont affectés au secteur privé. Cette contribution attendue du secteur privé fait de lui le principal partenaire du gouvernement dans la mise en œuvre du PAG. Nous voulons, mieux que par le passé, que le secteur privé assume ce statut et légitime son rôle d'acteur clé dans le processus de transformation de notre économie. Au terme du dernier quinquennat, l'évaluation des actions nous a conduit à la conclusion que ce secteur, le secteur privé, pouvait mieux influencer le PAG. Le pays ne peut plus se permettre de se priver de la présence effective d'un partenaire aussi important que le secteur privé. Le PAG, c'est l'ensemble des actions que nous allons mener pour qu'en 2026, quand vous prenez un citoyen béninois, il a 3 choses. Il a une formation adéquate, il bénéficie d'un emploi décent, et il sait se soigner dans des centres de santé de qualité. Maintenant, au niveau collectif, au niveau de l'État, en 2026, nous sommes dans un État sûr et moderne. Et donc, je voudrais qu'en partant d'ici, que chacun puisse se dire que tout ce qu'on fait là n'a de sens qu'en 2026, si on s'approche de cette finalité. Et pour y arriver, vous comprenez qu'on ne peut pas le faire sans vous. Comment pourrait-on offrir une formation adéquate à nos citoyens sans vous? Nous avons décidé que 70% de notre jeunesse soit désormais formée aux métiers professionnels et techniques. La formation professionnelle et technique ne se fait pas que dans une salle. Elle doit se faire avec vous, pour vous. Comment voulez-vous que nous soyons dans un environnement où le citoyen se sent bien s'il n'y a pas de richesse de créer? On ne peut pas créer de richesse sans vous. Nous n'avons pas besoin de multinationales, nous avons besoin de PME pour créer cette richesse, créer l'emploi. Donc vous êtes au cœur du succès de ce programme. À leur sortie de cette séance de dissémination du programme d'action du gouvernement 2, les concernés semblent se retrouver pleinement dans le dit programme. Alors, en dehors du plaisir d'écouter, c'est le contenu et le fond du programme qui impressionne par rapport à la prise en compte de beaucoup, pour ne pas dire de la totalité, des besoins que les différentes couches de la population expriment et de façon particulière, comment est-ce que le secteur privé peut participer au développement de notre pays. Les différents paramètres ont été abordés et je pense que nous sommes interpellés et notre développement personnel s'arrime avec le développement de la nation et nous allons jouer notre partition. Et au regard du débat qui est intervenu après, vous avez compris que le programme est suffisamment alléchant. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est la première fois que moi j'assiste à ce genre d'initiative. J'ai toujours suivi ça de loin à la télé. Et là, de venir d'écouter en primeur et en première instance les informations et les réactions des collègues, la réponse des membres du gouvernement, moi, c'est un exercice qui était salutaire. Maintenant, évidemment, il y a certains points, tous les points n'ont pas été abordés, toutes les préoccupations n'ont pas eu de réponse, mais déjà quand même, comme l'a dit le ministre des Finances, on note une volonté du gouvernement d'accompagner les membres du secteur privé que nous sommes. C'est déjà une satisfaction de savoir que le gouvernement a la pédagogie de bien vouloir nous présenter son action
de pouvoir bien nous présenter son projet par rapport au quinquennat qui est en cours. C'est très important quand on veut faire le bonheur de quelqu'un de bien vouloir associer cette personne-là. Donc je suis totalement satisfait par la démarche. Nous avons été toujours par le passé également au premier quinquennat associés, même s'il y a beaucoup de quoi, qu'il y a beaucoup de points sur lesquels nous revenons chaque fois. La pédagogie nous plaît bien de savoir qu'on nous associe chaque fois à ce genre d'événement. La séance de dissémination de ce mardi vient après celle précédemment organisée avec les cadres techniques des ministères, directeurs de sociétés d'État et les députés. Un tour à l'Assemblée nationale pour revenir sur le vote de la loi sur l'hygiène publique en République du Bénin, un précieux moyen d'action rédigé en 197 articles répartis en 5 titres qui viennent compléter les dispositions de la loi de septembre 1987 portant code de l'hygiène en République du Bénin, tenant bien compte des réalités de l'heure. Le code sur l'hygiène publique vient régler un grand problème de santé publique. C'est la prévention pour un cadre de vie sain. Je suis heureux que finalement, c'est sous votre responsabilité, Monsieur le Président, que cette loi prend corps. Vous êtes à saluer, véritablement à saluer. Mon collègue Adomarou et moi, nous avons comparé cette initiative-là. Et je souhaite qu'ensemble, on puisse dire que la 8e législature a fait œuvre utile. Œuvre utile, oui, puisque l'hygiène mensuelle, la gestion des cadavres, la propreté des bâtiments publics, établissements sanitaires, universités et scolaires, les centres de détention s'y retrouvent avec des peines prévues pour tout contrevenant, une lourde responsabilité qui incombe désormais aux collectivités locales qui viennent ainsi appuyer l'exécutif dans le suivi et l'application rigoureuse de ce test. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui est de l'actualité par rapport à la présentation du programme d'action du gouvernement, programme d'action numéro 2 du gouvernement au secteur privé et aux artisans. Justement, un petit commentaire sur cette actualité, la présentation du PAG2. Oui, mais ce sont les invités qui, moi, m'intéressent plutôt, puisque cette fois-ci, on a associé des artisans. Et on a entendu l'un des participants le dire tout à l'heure, c'était pas commun. Et pour cette première fois, on les associe pour leur expliquer ce qui se fera et également leur rôle pour pouvoir exécuter ce programme d'action du gouvernement. Et je pense que si on est au courant de ce que nous aussi, de notre contribution à la réalisation du projet, je pense que nous sommes donc appelés, quand je dis nous, ce sont ces différentes parties prenantes sont appelées à mettre de l'heure pour pouvoir faire leur part et pour qu'on puisse en arriver à l'effectivité de la mise en œuvre de ce projet-là. Justement, allez, comme si nous étions dans un contexte permanent de pédagogie, il y a aussi une certaine pédagogie autour du projet H. Oui, pédagogie autour du projet H, effectivement. Et là, c'est à Vrancou et Ifanyi que ça a eu lieu. D'abord, la logique, c'est de continuer l'extension de ce projet sur tout le territoire, sur l'ensemble du pays, je vais dire. Et puis, nous allons également revenir au ministère de la Santé qui, vous le savez, le 15 décembre a lancé ce programme accéléré de vaccination contre Covid-19. Cette semaine, on en est à la phase de mise ensemble, de bilan. Voilà, de bilan. Et puis également, pour appuyer ce programme, il y a la Fédération de la Russie qui a fait 100 000 doses de son vaccin Sputnik Light, je vais y arriver. Et donc, nous allons en parler et rappeler aux téléspectateurs que désormais, les hôpitaux d'instruction des armées de Cotonou, de Parakou, sont désormais sous tutelle du ministère de la Santé. Après le lancement du programme national accéléré de vaccination contre le coronavirus, le 15 décembre 2021 à Bomey-Calavi, l'heure est au bilan. Et c'est à cette tâche que les cadres du ministère, partenaires techniques et financiers, se sont consacrés ce mercredi à Cotonou. Cet atelier, démarré depuis le 1er février 2022, a permis de mieux organiser le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 et de réorienter les actions en fonction des besoins propres de chaque département afin d'atteindre d'ici la fin de la campagne nos objectifs. La campagne intensive de vaccination contre la COVID-19 est étalée au début sur 60 jours
en 2 phases de 30 jours chacun a permis de renforcer les stratégies de vaccination en cours afin de toucher le plus grand nombre de personnes et d'augmenter l'immunité de la population. Ainsi, 60 jours de vaccination intensive, la couverture vaccinale est passée de 3% à environ 23% à ce jour. Mais il faut vraiment regarder la cible féminine. Parce que moi, je sais que quand on regarde de plus près, on se rend compte que les femmes, quand vous prenez les statistiques, sont plus touchées par la Covid, mais en termes de vaccination, c'est elles qui sont le moins vaccinées. Donc il y a vraiment une fenêtre d'opportunité, pour moi en tout cas, pour améliorer cette performance vaccinale-là. Et je suis également d'accord avec le décès qu'il ne faut pas regarder au niveau macro, il faut vraiment regarder au niveau micro, au niveau des départements, au niveau des communes, pour voir comment toucher ces femmes-là. Le gouvernement du Bénin a pu mobiliser des ressources pour la prise en compte de l'engagement communautaire. Et ces ressources, nous avons commencé les transferts au niveau des départements déjà. Et c'est justement à cause de ça que nous nous réunissons le vendredi prochain avec tous les préfets des départements. Donc ce n'est plus un souci. Il y a bien vrai qu'il y a des gaps, mais bien avant cela, qu'on est comme les graves. Et je voudrais rassurer chacun de nous que l'engagement communautaire a été bel et bien pris en compte et que nous devons continuer les efforts pour que l'objectif défini depuis le début, nous pensons que nous pouvons l'atteindre. Le taux national vaccinal reste à améliorer et cela dépend de tous. Pour appuyer ce programme qui se poursuit, la Fédération de la Russie a offert 100 000 doses de son vaccin Sputnik Light au Bénin. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler aux populations que face à la pandémie de Covid-19, la vaccination reste et demeure la porte de sortie la plus sûre. Je prie donc tout un chacun de ne pas céder à la sirène de l'infodémie et ainsi de ne pas retarder sa vaccination. C'est aussi pour moi le lieu de dire mes félicitations aux agents de santé de tout ordre pour leur engagement dans la vaccination et les inviter à poursuivre les efforts afin que l'objectif de couverture vaccinale soit rapidement atteint. Je voudrais vous remercier pour ce geste de solidarité et d'amitié et vous prier de transmettre au peuple russe toute la gratitude du peuple béninois, du gouvernement du Bénin et de son président, M. Patrice Talon. Sputnik Light est un vaccin monocomposant qui peut être utilisé par la vaccination de la population ou comme un booster universel pour d'autres vaccins grâce à la configuration optimale qui offre une meilleure protection contre Omicron et les autres mutations de Covid-19. Sputnik V a été déjà autorisé par 171 pays avec une population totale plus de 4 milliards dans le monde entier, déjà enregistré dans presque 30 pays. À cette période difficile de pandémie, il faut agir ensemble. Et le don de vaccin Sputnik Light montre que la Russie est toujours prête à accompagner nos amis béninois dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Un geste qui vient couronner les 60 ans de coopération entre le Bénin et la Fédération de la Russie. Restons toujours au ministère de la Santé pour parler de la mise sous tutelle des hôpitaux d'instruction des armées de Cotonou de Parakou ou une exploitation rationnelle du personnel de santé des deux structures dont la mise en œuvre des réformes est liée donc à la carte sanitaire nationale. Vous n'avez pas une structure dédiée qui dira, on dira c'est un hôpital qui est militaire. Il peut y avoir toute une structure où vous allez avoir des militaires, peut-être, ou bien partie des militaires ou autres. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, là, ce qu'on recherche dans le système de santé, c'est votre compétence, qu'on va affiner au maximum, pour que vous puissiez avoir le plateau technique qu'il faut dans le système sanitaire pour travailler. Vous avez une rigueur dans la gestion que nous admirons beaucoup, et qui sûrement va nous accompagner dans ce que nous faisons. Aussi bien pour la gestion hospitalière globale, mais également pour la gestion de services cliniques. Parce que ce que nous voulons faire demain, ce que nous voulons implanter demain, c'est faire en sorte que nous ayons plus de services cliniques autonomes, plus autonomes, qui soient à même de développer et de contribuer efficacement vraiment à la productivité globale de l'hôpital. Les qualités managériales de ce que vous êtes, de votre capacité à gérer une structure, vont être mises à contribution. Donc c'est l'ensemble de cela que nous allons essayer de gérer au mieux. Pour ce qui est de votre carrière, évidemment, là aujourd'hui, étant sous la tutelle du ministère de la Santé, je pourrais vous renforcer plus facilement en ressources humaines. Nous avons recruté 1300 là-bas passé, on n'en a envoyé aucun à la chia. Vous savez, ni médecins, ni paramédicaux, on n'en a envoyé aucun. Nous allons recruter encore 1600 cette année-ci.
là, on en enverra pour renforcer en fonction de vos besoins. On renforcera les effectifs. Donc, vous aurez du personnel civil qui va travailler avec vous également. De même, si le besoin se fait dans un hôpital où vous avez une compétence qui est ici, qui peut être mieux utilisée dans cet hôpital, on vous enverra également dans cet espace civil-là pour travailler. Ça se passe déjà avec le CNHU. Je crois qu'on va essayer de voir après là où les besoins vont sentir. Et c'est cela qui rassure le personnel soignant militaire et qui peuvent, comme toujours d'ailleurs, exécuter avant réclamation. La gestion administrative de leur carrière reste et demeure sous l'autorité du ministère de la Défense nationale. Sur le plan de ce que vous portez sur les épaules, là, ne vous inquiétez pas. Ici à Ifanyi et à Avrancourt, dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, c'est le projet H qui, dans sa phase d'extension, fait des heureux au sein des populations. Des cartes biométriques leur ont été distribuées, ce qui leur donnera l'accès gratuit à des soins dans les centres de santé partenaires du projet Arche. Pour ces personnes que nous appelons donc les privilégiés de la République, l'État supporte totalement les frais liés à la prise en charge sanitaire pour les pathologies contenues dans le panier de soins. Ce panier de soins comprend 75% des pathologies les plus courantes qui font souvent l'objet de fréquentation de nos centres de santé, comme le paludisme, les infections digestives, les affections respiratoires, les accouchements par voie basse, par césarienne, les traumatismes des membres, etc. Adultes, enfants. Pour le gouvernement, l'amélioration des conditions de vie de nos populations est une priorité. Je ne saurais terminer mes propos sans inviter tous les détenteurs de ces cartes biométriques Arche à fréquenter les centres de santé où une prise en charge adéquate allant jusqu'à la distribution des médicaments leur est réservée. Je voudrais également compter sur l'accompagnement des préfets, des honorables députés, maires, élus locaux, dignitaires têtes couronnées pour la réussite de cette phase de généralisation de l'assurance maladie. Je saisis alors cette occasion pour rappeler au personnel des formations sanitaires la nécessité d'améliorer l'accueil, l'offre et la qualité des soins, particulièrement le respect des protocoles, directives et normes de soins. Nous saluons cette initiative gouvernementale. J'exhorte les personnes qui viennent de recevoir le carte biométrique à s'en servir comme recommandé. On était donc à Ifanyi, à Avrancourt, et au ministère de la Défense nationale, ministère de la Santé, ministère des Affaires sociales, Gilles. Justement, et ça parlait beaucoup, assurance pour le renforcement du capital humain. Arche, Angèle. Oui, et la ministre l'a dit tout à l'heure, les privilégiés de la République qui détiennent désormais la carte et le volet assurance a été élargi à ces deux communes-là. Et je pense que c'est le lieu d'exhorter ces détenteurs, ces bénéficiaires des cartes de les utiliser parce que le constat est qu'ils ont la carte, mais je ne sais pas si c'est qu'ils ne maîtrisent pas comment l'utiliser, mais si la carte vous a été donnée, je pense que c'est pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir bénéficier des différents soins inscrits dans le panier des soins proposés par le gouvernement pour donc cette assurance maladie. Il faudrait vraiment pouvoir l'utiliser pour bénéficier gratuitement de cette carte-là. Et je pense que c'est une œuvre sociale que nous demandons souvent au gouvernement qui a été donc faite et je pense qu'il faut en abuser si vous le pouvez. Et nous avons parlé également du vaccin russe qui est au Bénin. Je pense que il n'y a plus de raison de ne pas se faire vacciner. Il y a tellement, voilà, il y a tellement de vaccins, vous avez le choix, c'est à vous de. Il faudrait, moi j'insiste là-dessus, il faudrait qu'on atteigne cette immunité. Parler d'autres choses dans la République et oublier la Covid-19. Donc, c'est encore le moment d'exhorter à la vaccination. Peut-être que les gens ont oublié un peu, même dans le respect des gestes barrières, on a constaté une certaine régression. Le virus, il est toujours là. Il faudrait continuer à observer les gestes barrières, malgré, évidemment, la vaccination. Je veux même dire aussi un mot sur le transfert des hôpitaux d'instruction des armées dans le giron
vision du ministère de la Santé. Je pense qu'il faudrait préciser, et le ministre l'a dit, que c'est l'expertise militaire qui sera beaucoup plus exploitée, parce que tout à l'heure, on a dit que leur gestion intéresse parce qu'il y a plus de rigueur. Et si je pense que si ces médecins militaires se retrouvent aujourd'hui dans les hôpitaux ordinaires, ils pourront aider à une meilleure prise en charge des patients, et c'est certainement un acte à saluer. Voilà. Justement, et parlant justement de la santé de l'être humain, aujourd'hui, 6 février, c'est la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. À cette occasion, il y a eu effectivement un message adressé à la nation. Très bien. Avant, mais bien évidemment, il y a eu un message du ministre en charge donc des Affaires sociales qui, à l'endroit donc de la population. Mais avant ça, la rédaction est allée rencontrer quelques spécialistes de la question, l'excision des femmes, etc., mutilation génitale féminine. On en a parlé. Nous allons suivre l'extrait et le message du ministre à la fin. Donné que l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant a donné pour le deuxième trimestre de 2021, je peux vous dire qu'il y avait 15 filles victimes de mutilation génitale féminine. On peut aussi se réjouir de ce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a vraiment eu un recul. Mais on ne peut pas dormir sur nos lauriers parce qu'il ne devrait plus y en avoir. Ces 15-là qu'on a retrouvés particulièrement dans les départements du Nord, ce sont les 15 cas de trop. Quelqu'un y est pour quelque chose dans la mort d'une femme ou d'un enfant à cause de mutilation génitale féminine, le minimum auquel il sera condamné, c'est 10 ans. Ce n'est plus 5 ans. L'auteur et les complices peuvent, en plus des peines qu'ils encourent, peuvent être interdits de l'exercice de droits civiques, de droits civils, de droits de famille, interdiction de droit de vote ou interdiction ou frappé d'inéligibilité. L'appel que nous avons à lancer, c'est que nous ne baissons pas les bras. Et aujourd'hui, c'est que effectivement, nous ne baissons pas les bras. L'engagement pour dire non à la mutilation génitale féminine gagnerait à émaner des communautés à la base, à émaner des personnes qui jusque-là étaient, on va dire, jouaient un rôle prépondérant dans la décision d'exciser. Il faut déjà arriver réellement à faire des sensibilisations en langue locale, dans la mesure du possible. Les témoignages des anciennes victimes, je dirais, d'excision sont aussi très importants dans ce genre de cas-là, pour expliquer un peu ce que leur vie est avec l'excision et ce que ça aurait pu être. Au Bénin, l'excision est la forme de mutilation génitale féminine la plus répandue. Cette pratique néfaste reste malheureusement encore très ancrée dans plusieurs de nos communautés, malgré les dispositions législatives qui les répriment et les différentes actions de sensibilisation qui sont menées aussi bien par le gouvernement que par ses partenaires et les organisations non gouvernementales. Les insuffisances de l'arsenal juridique en place depuis plusieurs décennies pour lutter contre les mutilations génitales féminines ont amené le gouvernement du président Patrice Talon à promulguer la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin, qui criminalise dorénavant les mutilations génitales féminines. Au terme des dispositions de cette loi, je cite, « Quiconque a pratiqué sur une personne de sexe féminin toute mutilation génitale ou toute autre opération concernant ses organes est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA. » Je saisis donc la présente occasion pour lancer un appel à l'observance rigoureuse des dispositions de la loi et à la dénonciation immédiate aux autorités compétentes des auteurs et complices de cette pratique lourde de conséquences pour les victimes. Je voudrais inviter tout particulièrement les autorités locales, les chefs religieux, les autorités traditionnelles, les leaders d'opinion et les chefs de famille
à prendre conscience de l'enjeu et à s'investir davantage pour mettre fin à cette violation des droits des femmes et des filles. Voilà, la mutilation donc génitale féminine strictement interdite en République du Bénin à ne pas faire et il faut dénoncer. Justement, c'est maintenant une pratique rétrograde, il faut dire. Voilà. Allez, on va finir maintenant l'actu en 7 avec un sujet un peu décompressant quand même. Ça bat son plein dans nos sociétés, même si personne n'en parle presque, c'est la solitude. Ils sont nombreux à vivre la solitude, mesdames et messieurs. Oui, certainement, vous qui nous suivez, vous m'en excusez de m'exprimer ici, certainement qu'il y en a parmi vous qui suivent, qui nous suivent actuellement et qui vivent la solitude malgré eux, malgré lui, malgré elle. Nous avons la rédaction, je dirais, à rencontrer quelques Béninois qui ont donné leur avis de comment est-ce qu'ils gèrent la solitude. Il m'arrive de me sentir seule, mais ma solitude, je ne la prends pas en fait pour une solitude, mais je la prends plutôt comme la paix en soi. Quand je me sens seule, je m'isole. Je réfléchis, je prends de nouvelles perspectives pour le futur, j'établis de nouvelles règles pour pouvoir avancer. Donc la solitude, comme on le dit, s'isoler, seul, et parfois d'autres se suicident à cause de la solitude. Moi, c'est pas ça. Je ne prends pas la solitude sur cet angle-là. Je la prends plutôt bien. C'est une paix en moi. Quand on a des problèmes qui devaient nous conduire à rester seuls, s'isoler, ne parler à personne, je crois que nos proches devraient plutôt s'approcher de nous et nous aider à passer le cap, à avancer, au lieu de nous laisser seuls dans ce noir. Pour vaincre la solitude, c'est parce que tu es seul, tu vis une situation de solitude. Donc si déjà tu t'inities, tu te mets dans des relations, donc vite, ça peut t'aider à pouvoir éviter cette situation. Donc il faut nouer des relations. Si tu vois que là où tu es, tu te sens seul et tu te sens renfermé, réservé, tu touches des gens, on peut sortir, on peut aller manger et juste pour te distraire. Si c'est la musique, moi j'aime souvent la musique et les dessins animés. Donc les deux choses-là m'aident à pouvoir vaincre la solitude et aussi les lectures. Il m'arrive souvent de me sentir seul. Et quand il m'arrive de me sentir seul, l'existence devient pour moi incompréhensible et la vie me devient invivable. Quand je me sens seul, je sors et je me promène un peu dans la nature. Parfois, j'invite mes amis dans des restos, on boit. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que quand on est seul, on réfléchit bien sur sa vie. Et puis les problèmes sont limités. Parce que quand je suis seule, je ne peux pas offenser quelqu'un verbalement. Donc, parfois, moi-même, je préfère rester seule à quelque part dans mon coin pour réfléchir sur ma vie. Et aussi, quand tu es seule, la concentration est bien assise, donc le mieux là, ce que moi je préfère parfois que l'on soit seul, que de rester dans le monde. La solitude pour moi c'est une manière de se sentir seul. Et quand ça m'arrive à moi, parfois je dors ou je joue la musique, je regarde des films ou soit des comédies qui pourront me faire rire au fait. Et je fais également la vidéo des fois, juste pour me distraire, où je cherche un endroit où je sais que là, il y a des personnes qui me font souvent rire. Je vais vers ces personnes-là pour essayer d'oublier un peu ou de me détendre. Des fois, la solitude m'amène même à verser des larmes. Se distraire, oui, mais boire, non. Je ne crois pas. Ce n'est pas une manière de sortir de la solitude, c'est plutôt une manière de cacher sa solitude. Parce que quand ils vont s'éloigner, on replonge encore dans la même solitude. Les amis ne seront pas toujours là, ils ne vont pas dormir avec nous, ils ne vont pas se réveiller avec nous. Et quand l'effet de l'alcool sort, qu'est-ce qui reste? Rien. Quand je me sens seule et que je vois qu'il n'y a personne autour pour m'aider, là, soit j'allume la musique chez moi et puis je danse proprement, ou soit carrément j'allume la télé puis je regarde le dessin animé. Du matin jusqu'au soir. Bon, ça peut reprendre aussi le lendemain. En résumé, Gilles Chris, la musique, le rire, c'est ça. De bons remèdes pour vaincre la solitude. Voilà, on a eu le temps d'écouter l'âge français concis.